OK. Donc, j'ai rajouté un petit sous-titre ce matin, Réflexion sur le rôle de l'école dans la socialisation. On me dit qu'en grande majorité, dans le public aujourd'hui, vous êtes des enseignants, conseillers pédagogiques, orthopédagogues, direction d'école. Donc, c'est sûr que moi, en arrière-pensée un peu, en trame de fond, si on peut dire, de ma présentation, j'ai à cœur ou comme intérêt aussi un peu qu'est-ce que l'école peut apporter là, sur le développement social de l'enfant. Donc, on va s'éloigner peut-être des sujets plus traditionnels, si on peut dire, là, plus académiques. Donc, quelques informations avant de commencer. Là, j'aime bien déclarer mes conflits. Là, je n'ai pas vraiment de conflit, mais je vais vous parler d'un outil aujourd'hui qu'on a développé au laboratoire. Il n'est pas commercialisé, donc en fait, je ne reçois pas d'argent par rapport à cet outil-là, mais c'est sûr qu'il y a des efforts en cours pour diffuser et commercialiser cet outil-là. Puis, je reçois aussi des royautés de 3 livres auxquels j'ai contribué. Je pensais aussi vous dire quelques informations sur moi parce qu'on se connaît peu. Donc, moi, je suis neuropsychologue de formation. J'ai eu une formation assez diversifiée là, dans différentes universités, à Queen's, en Ontario, en psychologie, bio. Ensuite, j'ai fait même une portion de ma formation en psychologie médecine légale en Écosse. Après ça, j'ai fait une maîtrise, un PhD en neuroimagerie, en neuropsychologie spécifiquement. J'ai fait un petit crochet vers le vieillissement. J'ai travaillé sur la maladie de Parkinson avant de revenir en postdoctorat plus en pédiatrique. Donc, j'ai fait plusieurs projets dans ma recherche clinique. Je m'intéresse aux commotions cérébrales chez les enfants. Donc, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais sachez que c'est un intérêt que j'ai, mais aussi sur la cognition sociale. J'ai aussi travaillé en clinique comme neuropsychologue dans plusieurs milieux. Et puis, depuis 2009, je suis professeure, comme on a dit, à l'Université de Montréal, puis chercheur au CHU Sainte-Justine. Je dirige un groupe de 22 personnes, 22 étudiants assistants de recherche coordo, très dynamiques et dont certains ont contribué à des travaux que je vais vous présenter. Puis donc, la dernière chose que je voudrais vous dire avant vraiment de commencer dans le vif du sujet, c'est un petit mot sur la neuroéducation, les neurosciences de l'éducation. Moi, je me suis intéressée à ça parce que c'est une petite tranche de vie, mais dans ma famille, il y a beaucoup d'éducateurs, des gens, mes parents travaillent en éducation, mon frère, beaucoup d'autres membres de la famille. Donc, j'ai toujours baigné un peu dans les sujets liés à l'éducation, puis j'ai toujours trouvé qu'en neuropsychologie, en tout cas, ou en neurosciences plus généralement, on parlait beaucoup des mêmes choses qu'en éducation, mais on n'utilisait pas le même langage. Donc, on parle tous, par exemple, d'apprentissage, mais en neurosciences, on peut parler de l'apprentissage de la cellule, par exemple, et non de l'enfant à l'école. Donc, il y a quelques années, j'ai fait une revue systématique de la littérature sur les thématiques qui étaient évoquées dans les articles qui portaient sur les neurosciences éducationnelles. Puis, à partir de ça, développer un petit modèle ou une petite synthèse de ça pour ressortir un peu de quoi on parlait dans ces fameux articles qui alliaient le cerveau et l'éducation. Donc, je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais c'est publié dans un chapitre de livre et aussi dans une réflexion là, dans un article de revue dans Educational Psychology Review. Donc, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse un peu les thématiques. Donc, aujourd'hui, on va parler de développement social à travers les âges. Moi, je m'intéresse vraiment de 0 à 18 ans sur le développement social. Évidemment, chez le nourrisson, on ne parle pas des mêmes habiletés sociales que chez l'adolescent. On va parler des premiers sourires de bébé, par exemple, mais qui vont mener à une interaction importante avec les parents. Puis, les enfants vont évoluer ensuite vers des interactions sociales plus complexes avec les amis, avec les pairs, parfois même avoir à résoudre des conflits sociaux, par exemple. Quand moi, je pense au développement social, je pense à 4 morceaux d'un casse-tête. Je pense à la cognition sociale. Donc, je suis neuropsychologue, je m'intéresse à la cognition, nos habiletés mentales. Je pense à l'environnement dans lequel un individu évolue et qu'est-ce que ça lui apporte comme expérience, comme apprentissage social. Je pense au cerveau social, bien sûr, on en parlait très brièvement tout à l'heure.
C'est pas vraiment un punch, là, vous le savez, mais c'est sûr que toutes les habiletés sociales ont une base aussi neuronale, donc c'est pas juste l'expérience qu'on a autour de nous dans notre environnement. On a vraiment des parties du cerveau qui sont activées et qui sont des substrats de ces habiletés-là. Et puis, les manifestations de ces morceaux de casse-tête-là, bien, c'est le comportement social des jeunes qu'on voit dans la vie de tous les jours, dans la cour d'école, par exemple. Autre morceau un peu plus théorique, c'est que quand moi, je pense aux manifestations sociales, je pense à ce modèle-ci parce que c'est moi qui l'ai développé, c'est celui que je connais le mieux, mais sachez qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont vraiment plus précis sur les parties du cerveau impliquées dans la socialisation. Dans le morceau du milieu ici, c'est vraiment la cognition sociale dont on parle. Donc, j'ai mis là-dedans les fonctions attentionnelles et exécutives parce qu'elles sont très intimement liées à toutes nos habiletés sociales. Donc, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans des interactions autour de nous, on a besoin de porter attention, évidemment, on a besoin de s'inhiber, on a besoin de planifier notre réponse, par exemple. On a besoin, évidemment, de communiquer, hein? Il faut comprendre les messages audio, par exemple, la prosodie, les intonations, il faut comprendre le sens des messages qui viennent vers nous. Et il faut aussi reconnaître, par exemple, les émotions des autres, il faut comprendre leurs intentions, il faut se mettre un peu à leur place, il faut être empathique envers eux, et il faut raisonner quand on a un problème. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus tard dans la présentation d'une fonction socio-cognitive en particulier, le raisonnement moral, parce que j'ai développé un intérêt particulier pour ça, mais aussi parce que c'est quand même essentiel à la résolution de conflits puis à choisir les bons comportements sociaux dans la vie de tous les jours. Ici, à l'autre, à gauche là, du modèle, il y a tous les facteurs internes et externes, c'est-à-dire qui est la personne, OK, par exemple son tempérament. Un enfant plus gêné, par exemple, va pas avoir le même comportement social qu'un enfant qui est vraiment extroverti, très actif. Il y a les facteurs externes, comme je disais tout à l'heure, le milieu socio-économique dans lequel l'enfant évolue. Est-ce qu'il y a des opportunités de participer, par exemple, à des activités sociales avec d'autres? Et il y a ce fameux morceau cérébral, là, l'intégrité du cerveau. Donc, on va parler aujourd'hui plus de développement typique, là, des enfants qui n'ont pas nécessairement une condition médicale ou neurodéveloppementale, mais c'est sûr que quand on vient perturber soit la structure ou la fonction du cerveau, on risque de venir perturber toute cette séquence ou toute cette relation entre le cerveau, les facteurs internes et externes, la cognition, puis avoir des manifestations comportementales qui sont un peu différentes. Donc, qu'est-ce que c'est la cognition sociale exactement? Ça peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. J'ai mis ici 4 images. Parfois, je fais un atelier avec des neuropsychologues, puis ils vont venir dire pour eux quelle image représente la cognition sociale. Donc, je vous invite à réfléchir à ça pour vous-même. Il n'y a pas nécessairement de bonnes ou de mauvaises réponses, là. Probablement que toutes ces réponses sont bonnes. Ça peut vouloir dire différentes choses, mais la définition, ou en tout cas l'explication qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celle qu'on utilise un peu plus en neuropsychologie, c'est-à-dire que ce sont des aspects de la cognition de haut niveau qui déterminent les interactions sociales via une compréhension d'un traitement approprié des stimuli interpersonnels, la planification des réactions appropriées. Ça a l'air un peu compliqué. On peut aussi dire, bien, c'est des processus mentaux, hein, des processus mentaux qui sous-tendent nos habiletés sociales et permettent d'interagir avec les autres de manière adéquate. C'est un peu plus simple, c'est un peu plus, mais ça veut dire la même chose. Il y a beaucoup de disciplines qui contribuent à comprendre c'est quoi la cognition sociale. En psychologie développementale, on va s'intéresser à comment la prise de perspective évolue, par exemple. La psychologie sociale, elle, s'intéresse beaucoup à des phénomènes sociétaux, plus de groupes, par exemple, des biais que les groupes peuvent avoir. La psychologie cognitive, évidemment, les neurosciences sociales, donc c'est un peu plus mon domaine, la neuropsychologie aussi, et j'ai mis l'éducation. Donc, qu'est-ce que ça inclut exactement? Bien, je vous répondrai,
que, dépendamment de quelle discipline on adhère puis quel modèle théorique, on peut avoir des réponses un peu différentes. Je vous ai mis des exemples ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dans la cognition sociale. Ce n'est pas une chose. Je pense que dans le milieu de l'éducation, vous entendez beaucoup parler des fonctions exécutives, probablement. On a longtemps étudier les fonctions exécutives pour finalement dire, bien, les fonctions exécutives, c'est pas une chose, c'est beaucoup de sous-fonctions, hein, l'inhibition, la planification, l'organisation, atteindre un but, la vitesse de traitement, par exemple. Bien, la cognition sociale, je dirais que c'est encore plus de morceaux. Toutes ces choses-là peuvent se concevoir à l'intérieur du grand parapluie de la cognition sociale, mais souvent, ceux qu'on entend le plus parler, c'est par exemple la théorie de l'esprit, qui est juste plus simplement la capacité à se mettre à la place des autres. L'empathie, on entend souvent parler, la reconnaissance des affects. Et puis, aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais vous parler un peu plus de moralité, qui peut vous sembler un peu plus loin. Là, il y a des pendants philosophiques à étudier la moralité, mais nous, on va y penser plus d'un processus cognitif. Donc, dernier aspect plus théorique, là, c'est ça. En fait, ça reprend pas mal ce que je viens de vous dire, mais on peut aussi penser à la cognition sociale, en niveau. Donc, des processus plus de base, là, percevoir le monde autour de nous, bien, veut pas, il faut qu'on fasse ça avant d'arriver à des processus plus complexes comme ceux que je viens de vous nommer. Pouvoir s'exprimer et puis comprendre le langage, bien, ça va de soi qu'il faut que ça fonctionne pour avoir des bonnes habiletés sociales. Puis, comme je disais tantôt, le niveau 3, c'est comme un peu plus la manifestation. Donc, je vous dis tout ça parce que des fois, dépendamment, comme je disais, dans quel milieu on travaille ou quelles sont quelle est notre formation, beaucoup de gens vont dire, bien, la cognition sociale, c'est justement plus ça, c'est être pro-social, par exemple. Pour moi, ça, c'est plus une manifestation d'une habileté cognitive. Souvent, nous, on travaille beaucoup aussi dans les CPE, avec des enfants de 0 à 5 ans. Bien, les éducateurs, par exemple, dans les CPE, eux, dans les compétences qu'ils vont regarder, ils vont regarder est-ce que l'enfant est capable de partager, par exemple, d'avoir des comportements de bienveillance prosociaux. Mais pour avoir ces comportements-là, moi, je vous dirais qu'il faut que ces choses-là fonctionnent ou soient dans un développement là, optimal. Ça va pour le moment? OK. Puis, bon, je l'ai dit, comme je l'ai dit, je l'ai dit au début, mais si on creuse à un autre niveau plus bas, on est dans le cerveau social. Donc, à travers les, je dirais, 15-20 dernières années, il y a de nombreuses études de neuroimagerie, par exemple, qui ont démontré que de façon assez constante, il y a un réseau de structures qui sont impliquées dans tout ce qui est cognition sociale. Donc, que ça soit se mettre à la place des autres, ou être empathique, ou raisonner sur des conflits moraux. C'est pas mal toujours les mêmes structures, là, à quelques structures près. Là, c'est un réseau qui s'active, qui inclut ces structures-là. Et puis, quand on a des dommages dans certaines de ces régions-là, bien là, on peut aussi associer ça à des problèmes sociaux. Donc, c'est important de se souvenir de là. Après tout, on est aujourd'hui dans la thématique, là, quand même, des neurosciences ou de la neuroéducation. Je n'aurai pas besoin vraiment de vous convaincre, là, mais je pense que vous connaissez mieux que moi même toutes les compétences nécessaires là, qui sont demandées par le ministère de l'Éducation au niveau des compétences à évaluer. Mais c'est juste pour se rappeler que ça fait partie de la mission de l'école qui est évoquée là, dans le programme de formation de l'École québécoise. Il y a différentes ressources, incluant le Conseil supérieur de l'éducation qui publie régulièrement des documents ou des lignes directrices là, sur le fait que c'est un élément important de la vie scolaire. Bien sûr, on veut que les enfants apprennent bien le français et les mathématiques et tout ça, mais c'est quand même quelque chose qui est vécu par les jeunes dans la vie de tous les jours à l'école, puis qui fait partie des compétences qu'ils devraient développer à travers le système scolaire. Pourquoi c'est important? Bien, c'est quand même assez intuitif, mais avoir une bonne compétence sociale, bien, c'est aussi avoir des bonnes amitiés, des bonnes relations sociales.
c'est pouvoir donner et recevoir un soutien émotionnel, c'est pouvoir résoudre des conflits, mais à un niveau plus psychosocial, avoir une bonne estime de soi. Et il y a plein d'études qui démontrent que les enfants qui ont une bonne compétence sociale ont aussi des meilleurs résultats scolaires. Donc, pourquoi ça c'est lié? Bien, je pense que ça va de soi, que si ça va bien à l'école, au niveau des amis, par exemple, dans tout ce qui est moins structure de classe, on risque d'optimiser aussi l'apprentissage en classe, par exemple, et d'avoir une meilleure santé physique et mentale en général. Donc, la santé mentale, c'est quand même un sujet, ça a toujours été un sujet du jour, mais c'est un sujet, là, après les 2 années 2 années et demie maintenant de pandémie, qui est quand même dans les grands médias tout le temps, dans les préoccupations des gens en clinique, puis dans le milieu scolaire. Et puis, tout ça est lié, et ça a été bien démontré dans les études. À l'inverse, évidemment, quand on a des difficultés sociales, on peut avoir des manifestations comportementales qui sont plus mésadaptées, donc des comportements externalisés. Il peut y avoir évidemment des conflits avec les pairs ou du rejet, donc de l'isolation, de l'isolement, social, des problèmes de santé mentale comme l'anxiété, la dépression. Et à un autre extrême, peut-être dans un beaucoup plus petit sous-groupe, mais je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui travaillent plus avec les jeunes en difficulté ou dans les centres jeunesse, par exemple, ou des enfants qui ont des troubles de comportement, mais on peut avoir des comportements qui sont vraiment mésadaptés par rapport à ce qu'on s'attend en société, qui peut mener à des comportements plus délinquants ou de criminalité à un extrême du continuum. Donc, évidemment, tout ça, c'est la moins bonne santé physique et mentale. Comme je disais, donc ça reprend un peu ce que je viens de dire, mais c'est juste en plus de détails, là, quand on regarde de façon très, très globale, c'est des manifestations que vous pouvez observer à l'école. J'utilise beaucoup l'exemple de la cour d'école, mais la cour d'école est très riche en observations là, pour tout ce qui est habileté sociale. On peut voir des enfants qui sont mis à l'écart, par exemple, pas parce qu'ils veulent être à l'écart, mais parce qu'ils ont de la difficulté à s'intégrer dans les groupes, ils sont rejetés par les autres. On peut voir des conflits éclatés, puis des enfants qui ont plus de difficulté à résoudre ces conflits-là de façon harmonieuse. On peut, à l'inverse, voir des enfants qui sont capables de régler des problèmes pour eux-mêmes, puis de continuer après que ces conflits-là éclatent. Et on peut avoir des enfants qui font partie de la vie sociale, des interactions, mais qui ne comprennent pas toujours très, très bien tous les enjeux de leurs propres interventions. Les répercussions psychosociales, j'en ai mentionné, mais il y en a un petit peu plus ici. Il peut y avoir carrément des problèmes psychopathologiques, là, dépression, anxiété, baisse de l'estime de soi et à un niveau encore plus global, si on peut dire, là, une moindre qualité de la vie. Et ça, je l'ai mentionné tantôt, c'est plus les exemples de comportements plus externalisés ou plus inappropriés, si on peut le dire comme ça. Donc, avec tout ça en tête, j'avais envie de vous donner, je n'avais pas prévu parler de ça au départ, mais je trouve qu'au moment où on est là, après la pandémie, je voulais vous faire un petit clin d'œil d'une étude qu'on a faite durant la pandémie pour documenter la perspective des jeunes des aspects sociaux. C'est des données qu'on a collectées, en fait, durant le premier grand confinement, là, quand les écoles ont fermé en mars 2020. Donc, on a mis sur pied rapidement ce projet-là parce que, évidemment, on a anticipé là, que le fait que les écoles étaient fermées, les enfants allaient avoir quelque chose à dire sur leur vie sociale durant cette période particulière-là. Donc, ça, c'est juste la ligne du temps, là, mais j'imagine que vous vous souvenez bien, les écoles ont fermé en mars, et puis nous, on a fait... donc, il y a certaines écoles hors Montréal qui ont réouvert en mai, mais pas à Montréal, et ça n'a pas été avant l'automne que les écoles ont réouvert. Pendant ce temps-là aussi, là, on dirait que ça commence à être loin dans notre mémoire, mais vous vous souvenez aussi que même les parcs, les aires de jeu étaient fermées, donc les enfants étaient vraiment, vraiment chez soi, pour le mieux ou pour le pire, pour certains.
L'impact des mesures de restriction sur la socialisation. Donc, comme je disais, on a anticipé qu'il allait avoir un impact, peut-être plus pour certains que pour d'autres. Donc, distanciation sociale, interdiction de rassemblement, annulation aussi des activités sportives et autres activités parascolaires. On a soupçonné que ça pourrait modifier les liens sociaux, diminuer évidemment les contacts avec les amis, causer peut-être de la solitude, l'isolement, de l'ennui, de la détresse et des problèmes de santé mentale. Donc, nous, on a fait ce projet-là avec des enfants et des adolescents. Donc, les enfants avaient entre 5 et 16 ans. Donc, quand même, un groupe assez élargi. Là, on s'est dit que peut-être que les enjeux seraient différents pour les plus jeunes enfants que pour les ados. Les ados étant dans un autre mode là, social que les enfants. Et donc, juste à garder ça en tête dans les exemples que je vais vous donner. On a fait nos entrevues entre le 23 mai et le 10 juin, donc juste avant la fin de cette année scolaire-là, mais où les enfants étaient encore à la maison. On a fait des entrevues, donc des entrevues semi-structurées avec, je m'excuse, j'ai dit 16 ans, mais il y avait 5 à 14 ans. 67 enfants avec qui on a fait les entrevues, 31 filles, 36 garçons. C'était par Zoom et on a enregistré tout le verbatim des entrevues pour les analyser après. Ça prenait entre 10 et 20 minutes, là, selon la quantité d'informations que les jeunes nous disaient. Je vous ai mis, je ne vous demande pas de lire tout ça, mais on avait une grille semi-structurée là, avec 15 questions dedans, ce qui portait beaucoup sur les amitiés puis l'expérience de la socialisation à la maison. Je passe assez rapidement sur les analyses, mais c'est des analyses qualitatives, donc qualitatives thématiques, selon Brown et Clark, là, selon leurs recommandations. Et donc, on essaie de trouver un sens aux énoncés que les jeunes nous disent et comprendre leur expérience. C'est important pour nous. Moi, en fait, je suis une chercheure plus de formation quantitative, donc je fais plus de la recherche quantitative, mais dans ce cas-ci, on a vraiment cru que c'était important d'écouter puis d'entendre les enfants nous dire c'était quoi leur expérience et non, par exemple, de collecter des informations sur un questionnaire rempli par les parents ou même rempli par les jeunes. On voulait vraiment avoir la richesse de leurs propos sur qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant ce temps-là. Je ne vais pas vous donner tous les résultats parce que ça va au-delà de la thématique de la conférence aujourd'hui, mais on a trouvé 3 grands thèmes qui nous ont évoqués. Toutes sortes d'énoncés qui rentrent dans la thématique du caractère irremplaçable de l'amitié, donc de l'importance de l'amitié pour eux. 2, les bénéfices inattendus de l'école pour la socialisation. C'est là que je vais vous donner peut-être un petit peu plus d'informations. Et 3, les limites et les possibilités de la socialisation virtuelle. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais je pense que vous êtes bien au courant que le virtuel a été difficile, non seulement pour les aspects académiques, mais aussi, évidemment, les enfants nous disaient que pour socialiser, c'était pas la même chose que d'être en personne. Donc, juste parce que je pense que c'est cette thématique-ci, la deuxième, qui est plus à propos là, de ce qu'on va parler, de ce qu'on parle aujourd'hui. Je vous donne juste 3 verbatims là, pour vous donner un peu l'idée. Il y avait 3 sous-thèmes dans la thématique. Donc, 1, l'importance de l'école dans la vie des enfants. Donc, par exemple, un garçon de 10 ans nous disait, puis envers l'école, bien en fait, ce que je trouve, c'est que des fois dans la vie, quand on n'aime pas quelque chose, c'est quand on l'a plus qu'on se rend compte qu'on aime ça. Donc, c'est super beau, hein? On dit ça nous-mêmes là, dans la vie, là, quand la chose est partie, c'est là qu'on s'ennuie de ça. Fait qu'un garçon de 10 ans nous disait ça, je trouvais que c'était très éloquent. Après, ils nous ont aussi parlé des occasions multiples et diverses de socialisation. À l'école, donc. Donc, une fille de 14 ans nous disait, il y a des gens dans ma classe que je n'ai pas encore vus parce que je les connais depuis le début de l'année. Puis, je ne suis pas tant proche d'eux, donc je ne les ai jamais vus en dehors de l'école. Ils me manquent quand même beaucoup, puis je trouve ça vraiment plate de faire l'école sans eux. Fait que ça, c'est intéressant parce que, dans le fond, les amis, il y a des amis qu'on appelle la fin de semaine, avec qui on va jouer dans le parc ou chez nous ou tout ça. Ça, c'est les amis proches là qu'on voit. Mais les enfants nous disaient aussi, ben ma vie sociale, c'est pas juste mes amis proches que je me permets d'appeler ou de texter ou peu importe, là, puis d'inviter chez nous. C'est aussi toute la gang à l'école que je vois, que je considère pas peut-être dans mon cercle d'amis proches, mais qui sont importants dans mon réseau social.
non pas celui sur Internet. Et finalement, l'importance de l'école en présentiel, une fille de 12 ans nous disait, ça me manque parce que déjà dans les cours en ligne, tu ne peux pas niaiser. Ça ne marche pas comme ça, les cours en ligne. Tu sais, ça ne marche pas faire ça. Tu ne peux pas partir sur un autre sujet. Fait que ça me manque vraiment la vraie école. Puis la science, j'adore ça, mais j'adore pas ça quand c'est les cours en ligne. Mais tu sais, ici, c'est moins l'aspect des cours en ligne que je voulais faire ressortir, mais plus celui du niaisage social. Donc, c'est important pour eux aussi, tout ce qui se passe dans la salle de classe, qui est social, c'est-à-dire, OK, on ne veut pas qu'ils niaisent puis qu'ils se parlent dans la classe, on se comprend, mais en même temps, c'est ça qui arrive des fois, puis ça fait partie des interactions sociales, puis des relations qu'on peut vivre là, à l'école, même si c'est pas ce que les enseignants veulent. Donc voilà, les éléments principaux qui sont ressortis de toute cette recherche-là sont les suivants. Là, j'ai surligné en bleu et en jaune ceux qui étaient plus pertinents pour aujourd'hui. La proximité physique est importante. Là, je vais pas rentrer, mais j'ai cru bon de le souligner. Là, ça a fait les manchettes à un moment donné avec cette étude-là, parce que les enfants nous disaient « j'ai envie de faire des câlins à mes amis ». Puis ça ressortait très, très fortement. Les enfants perçoivent les bénéfices sociaux de la scolarisation, donc eux-mêmes évoquaient, hein, c'est pas d'autres personnes qui disaient c'est important l'école pour les habiletés sociales, c'est eux-mêmes qui disaient moi ça me manque cet aspect-là de l'école. Donc, ceux qui voudraient avoir plus d'informations, c'est quand même une étude qui est publiée, dont j'ai mis la référence ici. Il y a aussi des liens, là, la Société royale du Canada a fait un grand groupe de travail auquel j'ai participé. Il y a un rapport avec 12 chapitres différents, tous sur l'école, la COVID et les enfants. Donc, je dirais peut-être juste une parenthèse, mais une parenthèse super importante, les 67 enfants que nous, on a fait dans les entrevues, comme il se veut souvent en recherche, c'est des enfants qui ont un biais vers des milieux plus favorisés, des statuts socio-économiques plus favorables. Donc, leur expérience ne reflète probablement pas celle des enfants avec des vulnérabilités précoces à la pandémie. Donc, on pense ici ceux avec un statut socio-économique plus bas, mais aussi ceux qui auraient des troubles de santé mentale ou neurodéveloppementaux préalables, qui ont vécu très différemment, ou ceux qui étaient vraiment dans des milieux difficiles, là, avec la violence, par exemple, ou avec des parents qui ne pouvaient pas s'occuper d'eux. Donc, juste à garder ça en tête, là, les conclusions qu'on en retire sont plus positives que pour l'ensemble de la population. Il ne faut pas l'oublier. OK. Je vais passer un peu à d'autres projets. J'ai mis projet au singulier, mais en fait, c'est projet avec un S. On fait depuis une douzaine d'années dans mon laboratoire des projets pour mieux comprendre le raisonnement social des jeunes au quotidien. Donc, je change un peu de beat, mais je pense que ça l'a donné peut-être un petit peu un cadre temporel là, sur l'importance de l'école et de la socialisation. Donc, je change un peu de vitesse pour parler du raisonnement moral. Ça va? Ça va jusqu'à maintenant, oui? OK, super. Donc, le raisonnement, des fois on dit socio-moral, c'est un peu la même chose. Des fois, on utilise socio-moral pour se détacher ou se différencier un petit peu de l'aspect plus philosophique de la moralité. Donc, sociaux pour vraiment interaction sociale plus au quotidien. Mais je vais probablement interchanger les termes. Donc, qu'est-ce que c'est le raisonnement socio-moral? Je vous ai mis différentes explications et définitions, mais on peut dire que c'est établir des jugements pour influencer notre prise de décision, réguler notre comportement, par exemple. C'est un domaine de la psychologie, mais qui a des liens plus historiques avec la philosophie, puis je vais vous donner un ou deux exemples là, de dilemmes moraux plus philosophiques. On peut très simplement dire que c'est un petit peu choisir entre le bien et le mal. Hein? Est-ce que je devrais ou je ne devrais pas? Là, un peu l'ange et le diable. Il y a des liens avec l'éthique, avec la religion dans certains cas, avec les valeurs familiales qu'on a. C'est beaucoup aussi des valeurs morales qui se développent chez les jeunes. C'est aussi, on peut dire, des règles de vie de notre société. Hein? Enfreindre un règlement, que ça soit à un niveau plus légal, là, criminel, ou enfreindre un règlement de l'école, il y a des enjeux moraux ou socio-moraux là-dedans. Mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, comme j'ai dit au début, c'est aussi une capacité cognitive. C'est une habilité cognitive qui se développe au courant de la vie, qu'on peut aussi
optimiser, là, on peut aussi apprendre le raisonnement moral. Et puis, c'est évalué à la norme, à la lumière de nos normes sociales ou nos valeurs éthiques. Okay? Comme je disais au début, ben, on n'oublie pas notre fameux cerveau social. Quand je disais qu'il y a des études de neuroimagerie qui ont montré ces régions-là constantes là, sur le cerveau social, ben, la même chose a été faite spécifiquement pour le raisonnement moral, puis c'est un sous-ensemble du cerveau social qui est activé, dont j'ai remis les régions, mais les régions, là, je pense, pour nos fins à nous, sont pas si importantes, mais on pourra les nommer au besoin, mais beaucoup des parties frontales du cerveau, temporales du cerveau. Donc, je les ai remis ici. Pourquoi comprendre le développement du raisonnement socio-moral? Ben, c'est important dans le développement typique, hein, parce qu'on veut, comme je disais tout à l'heure, comprendre comment les jeunes prennent des décisions. On veut comprendre aussi comment ils finissent, ou certains finissent par prendre des très mauvaises décisions qui pourraient leur amener des enjeux plus sérieux, plus importants. Et c'est sûr qu'avec mon background en neuropsychologie, je m'intéresse aussi à comment le raisonnement socio-moral pourrait être altéré dans certaines conditions neurodéveloppementales ou neurologiques. Je vous ai dit au début que je m'intéresse aux commotions cérébrales, au trauma crânien, par exemple, mais aussi dans d'autres conditions neurodéveloppementales qui n'ont pas nécessairement comme impact premier des déficits sociaux, mais peuvent avoir des déficits sociaux secondaires, comme par exemple dans le TDAH, ou dans la prématurité, par exemple. OK. Donc là, je vais vous faire réfléchir un petit peu. Probablement que certains connaissent le dilemme du tramway. C'est un dilemme vraiment très, très connu. Et puis, vous l'avez peut-être déjà vu, mais on va faire un petit exercice de réflexion. Mais imaginez-vous qu'il y a un tramway qui descend sur une voie. Puis, d'un côté, il va frapper 5 ouvriers sur la voie et les tuer. Et vous avez la possibilité de tirer un levier pour faire dévier le tramway sur une voie de gauche, voie de droite, pardon, et frapper juste un ouvrier. Donc, à main levée, qui tirerait sur le levier pour faire dévier le tramway sur la voie de droite? Il y en a qui ne sont pas sûrs, mais je dirais que la majorité ferait ça. Encore là, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Hein? C'est vraiment selon vos intentions, vos valeurs, votre réflexion aux conséquences de cette action-là. Mais souvent, les gens, la majorité, vont probablement raisonner que c'est mieux qu'une personne meure que 5. OK? Fait que c'est très utilitariste comme réflexion. Maintenant, je vous donne un deuxième dilemme qui est celui du pont et du tramway. Donc, imaginez ceci, le même tramway s'en vient vers la voie, les mêmes 5 ouvriers sont sur la voie. Cette fois-ci, vous êtes sur un pont, puis il y a quelqu'un en avant de vous. Donc, la question ici, c'est, vous pourriez pousser cette personne-là en bas du pont, elle arrêterait le tramway, la personne serait morte, mais les 5 ouvriers, eux, ils seraient vivants. Donc, à main levée, qui pousserait la personne en bas du pont? Mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Fait que là, je ne vois pas bien des mains levées. Pourtant, le résultat, c'est exactement le même. Une personne morte, 5 personnes sauvées. OK? Mais les gens, là, il y a comme une implication plus physique dans ce dilemme-là. Puis, c'est vraiment quand même fascinant. Hein? Ça nous fait réfléchir pourquoi, alors que le résultat est exactement le même, on ne réfléchit pas comme ça. Oui? Ah, bien, c'est une excellente question. Donc, ça pourrait être une autre solution. Puis, ça m'amène à vous dire que, justement, il y a des gens qui ont étudié ce dilemme-là, en particulier, sous toutes ses formes. Est-ce que, par exemple, si j'étais sur le pont, puis j'avais un gros bâton là, de 10 pieds, puis je poussais la personne avec le bâton,
là, est-ce que je le ferais? Puis souvent, les gens, là, peut-être que ça, je le ferais un peu plus que de le pousser directement. Fait qu'il y a plein d'enjeux émotionnels, par exemple, et physiques, de distance, d'implication dans le dilemme, oui. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et toujours avec pas mal la même issue, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Mais ça fait vraiment réfléchir. C'est quoi nos valeurs, c'est quoi, qu'est-ce que qu'on ressent, hein, c'est quoi l'implication émotionnelle. Donc, pourquoi nos réactions, justement, sont-elles différentes? Bien, il y a des pendants philosophiques, il y a le cognitif, il y a le comportement, puis il y a le côté affectif. Donc, comme je disais, les gens ont fait aussi des versions plus... on voit pas la conséquence, là, mais c'est des versions plus immersives, par exemple, plus dynamiques, parce que ça change un peu aussi notre vécu de la situation que si c'est un cartoon, un truc dessiné comme ça. Fait que les gens en psychologie se sont amusés pendant plusieurs années à évaluer le raisonnement moral des jeunes. Moi, d'un point de vue neuropsychologique, ça a commencé à m'intéresser quand j'étais en postdoctorat parce que je voyais des tâches comme celle-ci. Donc, je ne vous demande pas de lire, c'est en anglais, puis c'est pas lisible, c'est voulu. C'est juste pour vous dire que un peu traditionnellement, on évaluait le raisonnement moral des jeunes avec des grands textes comme ça, dire lis ça, il y a un enjeu moral dedans, puis à la fin, ça dit tourne la page, puis réfléchis à ce que Julie elle a dit, puis réponds à des questions. Bon, vous savez même mieux que moi que là, ici, on est peut-être plus dans l'évaluation de la lecture puis de l'attention que l'évaluation du raisonnement moral. Ça peut être très long pour certains jeunes ou pour même beaucoup de jeunes. Ensuite, il y a d'autres dilemmes, là, comme celui du tramway, des dilemmes très philosophiques. Un homme doit décider s'il enfreint la loi pour voler un médicament au prix exorbitant pour sauver sa femme mourante. Est-ce qu'il devrait, est-ce qu'il ne devrait pas? Vous pourrez y penser, mais on s'entend que c'est pas, ça c'est un autre exemple, là, d'un questionnaire, on donne des petites histoires, on doit lire les histoires, on doit répondre aux questions. On s'entend que dans nos vies et dans la vie des enfants qu'on côtoie, je pense pas que personne ne va jamais être dans la situation du tramway, ou en tout cas, je ne l'espère pas, ou même la situation de Heinz. OK, peut-être que des gens pourraient vivre des situations comme ça, ou des situations de guerre, ça peut arriver, mais ce n'est pas le quotidien de la majorité des enfants. Donc, nous, on s'est dit, bien, on aimerait ça comprendre comment ils prennent des décisions, mais on veut comprendre comment ils prennent des décisions face à ce qu'ils vivent vraiment. Donc, on a développé une tâche qui s'appelle le SOMORAL pour Social Moral Reasoning Aptitude Level. Et puis, je vais vous montrer un exemple dans juste un instant. Donc, c'est une tâche visuelle. On a essayé de faire un peu mieux qu'une tâche écrite pour enlever les éléments plus attentionnels et de lecture et de fonction exécutive. C'est pas une tâche qui est parfaite. Ça fait 12 ans qu'on continue à la faire évoluer. Donc, elle a plein de limites aussi, mais on a juste essayé de faire évoluer le domaine d'évaluation du raisonnement moral. Avec cette tâche-là, on peut mesurer la prise de décision, mais aussi de façon peut-être plus intéressante ou plus importante, la maturité des réponses qui nous sont données. On a publié beaucoup sur cette tâche-là dans différentes populations, dont des enfants qui se développent typiquement, et on continue à l'avoir. Fait que dans la tâche, en fait, c'est très simple, c'est très peu technologique, si on peut dire. C'est juste 3 images statiques qui font une petite histoire, puis après ça, on invite les jeunes à nous donner une réponse puis à nous dire pourquoi. Donc, il y a par exemple l'item ou le dilemme du portefeuille, qui est un truc qui vient même de d'autres tâches en neuropsychologie. Mais ici, les photos sont comme à la perspective de la première personne. Donc, on s'imagine un peu être dans cette situation, qu'on voit quelqu'un marcher, échapper son portefeuille. Puis là, on interagit avec nos amis qui, eux, trouvent que c'est super cool, là, qu'on a trouvé de l'argent. Puis la question, c'est garder, ne pas garder l'argent ou le portefeuille, mais de façon plus importante, pourquoi?
Et c'est là qu'on est capable de venir donner un score, c'est qu'on écrit tout le verbatim de ce que les jeunes nous disent. Pourquoi? Moi, je ne le garderai pas parce que c'est pas super gentil pour la personne. Peut-être qu'elle s'en allait faire l'épicerie, puis que là, elle aura plus son argent, puis là, elle ne pourra pas acheter l'épicerie pour ses enfants. Ça, c'est une réponse quand même assez mature. Pourquoi? Je ne le garderai pas parce que je pourrais me faire arrêter par la police. C'est une bonne réponse, mais c'est pas très mature au niveau des valeurs, par exemple. C'est juste, c'est quoi la conséquence pour moi? C'est plus égocentrique. Donc, on a plusieurs versions. On a une version à 10 dilemmes, une version à 16, une version à 19 dilemmes qu'on utilise un peu à toutes les sauces, comme on dit. Je vous donne juste un autre exemple. On joue au ballon. On veut attraper le ballon, mais le ballon tombe sur une auto. On casse la vitre. Est-ce qu'on le dit ou on ne le dit pas au propriétaire? Encore une fois, pourquoi? OK? Fait que comme je disais, nous, on a développé un système de cotation qui est en fait sur des bases du cognitivo-développemental quand même assez bien établies, qui vont de raisonnements, comme je disais, un peu plus égocentriques ou plus conséquences pour soi-même à des réponses plus altruistes, considérer la perspective des autres, mais aussi être plus flexible dans son raisonnement, là, considérer certaines alternatives puis interpréter selon les normes sociales. On a fait une grande étude dans laquelle on a étudié, ça c'est pas longitudinal, donc c'est des enfants qui avaient des différents âges qui ont été testés à un moment, qui avaient entre 6 et on est allé même au cégep, là, donc les jeunes avaient comme jusqu'à 20 ans, puis on a trouvé cette belle progression linéaire dans la maturité du raisonnement moral, avec des endroits où il y avait une augmentation significative là, entre l'enfance, la préadolescence, puis au milieu de l'adolescence, on trouvait la pente augmentait de façon significative. On a aussi fait toute une série d'études pour comprendre qu'est-ce qui contribue à avoir une maturité morale plus mature, plus évoluée. Puis on a trouvé que, bien sûr, comme on vient de le voir, l'âge contribue de façon significative, le quotient intellectuel, donc les habiletés mentales plus globalement, être capable d'avoir une pensée flexible, ça contribuait de façon significative. La fluence verbale, donc évidemment, ceux qui sont capables de plus donner une réponse élaborée, ont souvent un meilleur score, sauf que c'est pas complètement linéaire. Il y en a qui peuvent donner des réponses très élaborées, mais très tangentielles, et déraper du sujet. Donc, dire plus, c'est pas toujours mieux non plus, mais dire un peu plus puis dire les bonnes choses, c'est plus important. Donc, c'est comme une courbe en U inversée. L'empathie, hein, c'est quand même assez logique. L'empathie, avoir des meilleures tendances empathiques, contribue à la maturité morale, ainsi que la prise de perspective ou ce que nous, on appelle la théorie de l'esprit, se mettre à la place des autres. Ici, je n'irai pas dans les détails, mais je veux juste vous rappeler l'aspect cerveau social. Donc, on a voulu aussi se dire, nous, si cette tâche-là, elle fonctionne, puis que si on pense vraiment que ça mesure le raisonnement moral, on devrait trouver ces mêmes régions du cerveau social qui sont activées. Donc, on a fait une étude en IRMF dans laquelle on avait nos fameux dilemmes moraux, puis en même temps, on avait une condition contrôle qui était les mêmes images, sauf que la troisième image, c'était une condition neutre, c'est-à-dire que, comme par exemple, pour le ballon, on ne voyait pas la vitre cassée, on voyait juste que le ballon était attrapé. Fait qu'il n'y avait pas de dilemme en tant que tel, là. Puis la question, c'était attrape ou attrape pas le ballon. Fait que ça, c'était notre condition contrôle pour comparer. Puis, sans rentrer, comme je disais, peut-être tout dans les détails neuroscientifiques, là, mais on a trouvé justement presque toutes les régions là, du cerveau social qu'on anticipait. La région TPJ, c'est Temporoparietal Junction, la jonction temporopariétale, qui on voit vraiment à chaque fois là, dans les études de neurosciences sociales. On a aussi fait toute une série, puis là, comme je disais, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est des études qui continuent à être en cours, mais on s'est dit, si on a raison, puis qu'on a ces fameuses bases du cerveau social associées au raisonnement moral,
on devrait aussi trouver que dans des conditions qui viennent perturber la structure ou la fonction de ces régions du cerveau, de ce réseau social, on devrait trouver des problèmes de raisonnement social. Puis, c'était le cas là, dans certaines de ces conditions-là. On a beaucoup étudié le traumatisme crânio-cérébral. Donc, on pouvait à ce moment-là aussi voir à l'imagerie des dommages dans certaines de ces structures-là, puis évaluer les enfants, par exemple. Je vous dirais, par exemple, qu'il faut faire attention. Avec des collaborateurs, ils ont dit, on va regarder un peu dans les enfants qui ont un TDAH, qu'est-ce que ça a de l'air. Étudier la cognition sociale, c'est quand même un truc un peu in en ce moment. Donc, les gens regardent beaucoup dans les populations cliniques ce qui se passe, mais je mets cet exemple-là pour vous dire qu'il faut faire attention de ne pas juste assumer que tout le monde qui a un problème neuro va avoir des problèmes sociaux. Et d'ailleurs, dans le groupe qu'on a étudié, les enfants avec un TDAH n'avaient pas de problème de raisonnement moral. Il y avait d'autres problèmes de fonction exécutive, par exemple, mais au niveau de raisonner, prendre des décisions comme ça importantes là, dans les dilemmes moraux, il n'y avait pas de problème. Donc, il ne faut pas assumer, il ne faut pas prendre pour acquis que c'est comme toutes les populations neurodéveloppementales vont avoir des problèmes. Comme je disais, bien, cette tâche-là est loin d'être parfaite. On a voulu, on s'est dit, bon, c'est beau, des images statiques, mais quand on est dans la cour d'école, c'est loin d'être statique. Hein? Il faut prendre des décisions très rapidement, puis on n'a pas le temps non plus. Les visages sont très changeants. On n'a pas le temps de tout interpréter, ou en tout cas, il faut que ça aille très, très vite. Donc, on a transposé nos dilemmes en réalité virtuelle. Bon, on s'entend que des avatars comme ça, c'est pas non plus la même chose qu'un vrai humain à côté de nous. Donc, c'est pas la solution à tout non plus. Nous, on essaie différentes modalités, différentes options pour un peu trianguler les informations pour mieux comprendre. Donc, la réalité virtuelle, ça peut être super intéressant parce que c'est dynamique, c'est immersif, mais c'est moins intéressant dans un certain sens pour, par exemple, les visages humains qu'une photo d'un vrai visage humain qui est beaucoup plus complexe. Je remets ça ici. Donc, on a publié sur ça. Je vous donne juste comme un petit goût d'une des informations qu'on a eues. En fait, on a étudié 30 ados, 30 ados et jeunes adultes, 12 à 25 ans, qui avaient un développement typique. Puis, on leur a fait faire la version originale à l'ordinateur que je vous ai montré et la version en réalité virtuelle. Et on a mesuré toutes sortes de choses, dont leur tendance empathique. Puis, ce qu'on a trouvé qui est quand même assez intéressant, c'était que, je vous ai mis les statistiques, mais en gros, donc, leur performance aux deux tâches était équivalente. Donc, c'est pas qu'une tâche allait comme qui était meilleure que l'autre, mais de façon intéressante, l'empathie, représentée par le cœur ici, était pas corrélée à la tâche à l'ordinateur, donc prédisait pas, contribuait pas au raisonnement moral quand on avait la tâche statique, mais elle contribuait en réalité virtuelle. Fait qu'on pense qu'en étant plus dans l'immersif, on va quand même chercher un aspect peut-être un peu plus de la vie de tous les jours, là, que l'empathie serait importante. J'ignore, il est quelle heure? 10h30. OK, j'achève. Donc, là, c'est plus dans des travaux en cours, mais on a dit, OK, bien, c'est bien beau. Moi, je suis neuropsychologue, hein, on aime évaluer les choses, mais c'est bien beau de les évaluer. Qu'est-ce qu'on fait après quand on trouve que les décisions sociales ou le raisonnement moral est moins bon? Fait qu'on a commencé à travailler plus dans le jeu vidéo sérieux. Hein. Le jeu vidéo sérieux, c'est comme un oxymoron, là, de jouer à des jeux vidéo sérieux. Ça a l'air bien plate, là, mais on devrait trouver un nouveau nom, mais c'est d'utiliser les formes de divertissement comme le jeu vidéo à des fins pédagogiques. Donc, c'est de plus en plus utilisé là, dans différentes, pas juste au niveau social, mais dans d'autres, en fait, même en mathématiques, en français, là, vous connaissez sûrement plein de ressources. Donc, l'idée, c'est de bâtir des nouvelles connaissances dans d'autres modalités. Et puis, ça peut être utilisé pour de la formation, de l'apprentissage, mais aussi de l'intervention ou de la rémédiation ou pour essayer de changer un comportement. Donc, ici aussi, je vous donne juste des informations un peu préliminaires, mais on a déjà
commencé à publier sur cette version-là. Donc, le jeu s'appelle Moral Alert, un jeu de mots sur morale et alerte. Donc, on a fait une version qu'on a nommée évaluative, donc qui calque pas mal ce qu'on avait dans la tâche originale, mais dans un jeu vidéo interactif. On n'est pas ici en immersif, donc on n'est pas en 3 dimensions, on est en 2 dimensions, mais on est plus dans quelque chose d'interactif que dans la réalité virtuelle. Donc, encore une fois, on avait ces fameux dilemmes. Là, je passe rapidement, c'est juste des images de notre prototype. Il y avait une décision morale à prendre, il fallait justifier. Puis là, on prenait encore une fois le verbatim puis on donnait un score à ça. Puis il y avait la possibilité de consulter des amis. Donc, dans le jeu, il y a des amis qui représentent un peu nos niveaux de raisonnement, de maturité. Puis le joueur peut aller les voir puis dire, ben toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, ils vont dire, ben moi... Puis là, il y a un exemple, moi, je ne garderai pas parce que je pense que c'est pas gentil. Puis ça représente nos niveaux. Mais, par exemple, il n'y avait pas de rétroaction dans cette version-là du jeu. Donc, ça, c'est la consultation des amis. Donc, on a fait une deuxième version qu'on a appelée la version adaptative, c'est-à-dire qu'on a repris un peu, là, ça a l'air bien compliqué, mais on a repris un peu notre séquence. Il y a un dilemme, il faut prendre une décision, il faut la justifier. Mais nous, ça fait plus que 12 ans qu'on collecte des données sur la tâche originale à l'ordinateur. On a plus que 300 jeunes là, qui ont répondu à des fois de 10 à 19 dilemmes différents, puis on a toutes leurs réponses, là, mot pour mot, de comment ils ont raisonné à ça. Fait que de nos jours, avec l'intelligence artificielle, on peut mettre toutes ces belles réponses-là avec leur score que nous, on a coté manuellement à travers les années dans des algorithmes d'apprentissage automatique pour que le système apprenne à dire quand j'ai à peu près tel mot ou quand j'ai à peu près tel concept, je sais que c'est un score de 3 ou un score de 4 ou un score de 1. Ça, c'est quand même assez incroyable parce que on travaille en ce moment à améliorer tout le temps l'algorithme, mais il est pas aussi bon qu'un humain, je vais vous le dire, pas encore, mais il s'approche de ce que nous, on est capable de faire. Là, si 2 humains cotent, ils vont quand même avoir une petite différence de cotation, puis l'algorithme s'approche de ça. Fait qu'on a utilisé l'algorithme pour que, quand ils donnaient leur réponse, était enregistré audio dans le jeu vidéo, puis était coté immédiatement pour qu'on puisse, après ça, leur donner une rétroaction basée sur leur réponse. Donc, la maturité est en fonction, désolée de la petite erreur-là, de la réponse précédente, puis on leur donnait un message d'apprentissage. T'as-tu pensé à ce que ça pourrait, comment l'autre pourrait se sentir, par exemple? Puis, il y avait tout un système de rétroaction aussi de la part des amis. Il y avait encore la possibilité d'aller consulter des amis, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais en plus, les amis, eux, ils pouvaient dire s'ils aimaient la réponse ou non du joueur avec des likes, là, un peu comme dans les médias sociaux. Puis, plus les justifications étaient matures, bien, plus ils accumulaient des amis, puis des likes, puis des j'aime, puis tout ça. Fait que c'est en voie de développement. On a publié sur l'algorithme d'apprentissage ce qu'on a trouvé, puis c'est ça, on a publié sur un premier prototype ce qu'on a trouvé dans encore une fois, un petit groupe d'adolescents. Là, on veut aller vers plus gros, mais on avait 36 jeunes de 12 à 15 ans qui ont fait la version adaptative, 27 qui ont fait la version évaluative. Ils étaient pas mal au même niveau en partant de raisonnement moral, mais ce qu'on a trouvé, c'est qu'au niveau, avec la version évaluative, qui était juste 9 dilemmes, bien, de façon assez attendue, là, ils n'ont pas pu améliorer leur raisonnement à travers le jeu. Par contre, quand on leur donnait des rétroactions dans la version adaptative, bien, ils réussissaient de façon significative à rehausser un petit peu leur niveau de raisonnement. Fait que ça, c'est le modèle de la théorie de la récompense-attraction, mais on n'a pas vraiment besoin de rentrer dans les détails. Là. Vous aurez compris que, si on veut changer un comportement, bien, on peut renforcer ou punir. Puis, c'est sûr que les renforcements sociaux, comme les marques d'appréciation, l'approbation des autres, avoir des amis, bien, sont des conséquences qui peuvent modifier le comportement social. C'est un peu comme ça qu'on interprète nos premiers résultats à ce jeu-là. Donc, les prochaines étapes, on a donc des données préliminaires qui ont l'air un peu prometteuses, mais c'est une petite étude, puis le jeu n'est pas du tout au standard de l'industrie, je dirais. Si vous avez
je ne sais pas, peut-être que vous jouez vous-même à des jeux vidéo, vous avez des jeunes autour de vous qui jouent, mais les jeux vidéo sont pas mal beaux. sont pas mal beaux, sont pas mal cool, puis nous, des fois, qu'est-ce qu'on est capable de faire dans le milieu académique, c'est pas vraiment à la hauteur de leurs attentes, là, surtout on est dans du jeu vidéo sérieux, et on aimerait ça que ça soit quand même minimalement intéressant et ludique pour eux. Donc, on est en train de faire un projet de co-création qui s'appelle T2Game, Game pour gamification de l'apprentissage moral et émotionnel. On a un partenariat avec une compagnie québécoise qui, eux, sont au goût du jour et au parfum là, des avancements en jeux vidéo, mais qui ont un intérêt spécifique pour le jeu vidéo sérieux. On travaille avec des partenaires à la CSSDM, dans les centres communautaires à Montréal, puis avec l'Institut Jeunes en difficulté, pour aussi co-créer avec les milieux preneurs. Donc, on a, par exemple, on est en train de faire des focus groups, des groupes de discussion avec des enseignants, des conseillers pédagogiques, des intervenants qui travaillent avec des jeunes en difficulté pour comprendre un peu c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'eux souhaiteraient, puis aussi avec des adolescents pour rehausser le contenu du jeu sur c'est quoi les conflits qui, eux, peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours auxquels nous, on n'aurait peut-être pas pensé, par exemple. Donc, je m'arrête là pour ça. Donc, juste en guise de conclusion, là, pourquoi s'attarder à l'enseignement, à enseigner les habiletés sociales? Bien, j'espère que je vous ai un peu convaincu de ça, mais c'est peut-être une chose que j'ai pas dit, puis qui peut vous sembler évidente, mais que je tiens à souligner, c'est que les habiletés sociales sont des fonctions qu'on peut apprendre, optimiser, remédier, consolider, tout comme toutes les autres fonctions cognitives qu'on a. Le langage, on sait qu'on peut améliorer le langage, on sait qu'on peut améliorer la mémoire, mais c'est la même chose avec les habiletés sociales. Donc, c'est pas juste, moi, je suis née avec des mauvaises ou des moins bonnes habiletés sociales, je suis moins empathique, puis ça s'arrête là. On peut vraiment amener les jeunes à avoir des meilleures habiletés sociales. Et, comme je disais au tout début, bien, tout ça peut avoir plein de bonnes conséquences, dont une meilleure performance scolaire. Donc, c'est pas inné, ça demande quand même un apprentissage explicite. Je me fais souvent demander de recommander des programmes ou des ressources et tout ça. J'ai moins envie d'embarquer là-dedans parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis, ça prend toute une réflexion sur la validité de ces programmes-là. Est-ce qu'ils ont été testés? Est-ce qu'ils ont fait leurs preuves? Est-ce qu'ils ont des bases scientifiques, théoriques, pédagogiques? Fait que, ce que j'aimerais peut-être plus vous faire, c'est vous amener à réfléchir quand vous faites des choix sur des ressources disponibles, puis encore là, vous les connaissez peut-être même mieux que moi, sur qui a conçu ça, c'est quoi qu'il y a derrière, est-ce que ça fait vraiment ce que ça dit que ça fait, mais on peut aussi penser, là, aux étapes, aux modalités possibles. Donc, on peut faire de l'enseignement, de l'instruction didactique, on peut faire du modelage, hein, modeler là, j'ai mis des exemples, là, des séquences de films qu'on pourrait démontrer des conflits ou des interactions sociales, des activités, des jeux de rôle, du matériel audiovisuel, bien sûr. J'ai mis santé numérique pour tout ce qui est, là, justement, jeux vidéo ou réalité virtuelle et tout. Donner des rétroactions pour accélérer l'acquisition, récapituler, partager des opinions. En tout cas, vous les avez ici là, devant vous, mais aussi là, le transfert qui est toujours important. Est-ce que si on a fait un jeu de rôle sur une séquence, bien, est-ce qu'on est capable de transférer ça justement dans la cour d'école, à la récréation, par exemple? Ça reprend un peu les activités, les techniques, les outils. Je pense qu'on en a nommé, mais il y a des jeux, quelqu'un nommait, je pense qu'un jeu, justement, là, ça peut être des jeux vidéo, mais aussi des jeux de société qui ont des éléments sociaux. Il y en a plusieurs. Les activités collectives là, qu'on peut faire en groupe, les marionnettes chez les plus jeunes, si vous travaillez, ceux qui sont en petite enfance, là, dans les CPE, il y en a beaucoup qui utilisent le programme Brin d'amis avec les marionnettes pour apprendre, par exemple, la reconnaissance des émotions puis la résolution de conflits. C'est juste un exemple parmi beaucoup d'autres. Et puis, il faut avoir, bien sûr, les conditions gagnantes, donc l'implication de l'ensemble du personnel, favoriser des environnements où il y a des interactions positives,
jouer sur plusieurs modalités, tout comme nous, on le fait en évaluation, dans nos travaux en recherche. On pense pas que la réalité virtuelle, c'est la solution à tout, ni le jeu vidéo, mais c'est différentes façons d'aborder le problème, impliquer toutes les personnes concernées.